OK. Donc, comme je le disais, j'ai mis le système en ligne pour ceux qui n'ont pas encore installé Kali. Ou bien, il y a d'autres qui m'ont écrit qui ont dit que ils ont des difficultés pour installer. Donc, vu que, voilà, j'ai déjà montré comment installer, parce qu'on a installé ce système-là en live. Donc, c'est pourquoi on n'arrive pas. Donc, j'ai pris le système installé là, le fichier entier, c'est-à-dire le dossier entier, et puis j'ai mis ça en ligne. Donc, vous pouvez tout simplement télécharger ça et puis ouvrir. Vous n'avez pas besoin d'installer encore. Vous l'ouvrez tout simplement une fois que vous téléchargez. Donc, une fois que vous téléchargez, je vais vous montrer le fichier ici. Une fois que vous finissez de télécharger, vous l'ouvrez tout simplement. Pas besoin d'installer encore. Et puis, vous commencez à pratiquer directement. Il y a déjà montré, comment on appelle, expliqué comment est-ce que vous pouvez ouvrir un fichier. Regardez l'enregistrement sur la virtualisation. Encore. Alright. Donc, je vous montre ça vite, vite, et puis on va continuer. Cybersécurité, ok, c'est ici. Donc, vous pouvez voir la Kali installée, ok? Donc, tout ce que vous avez fait, cliquez ici. Et puis, comment vous pouvez télécharger ça? N'ouvrez pas. Parce que si vous ouvrez, et vous allez rentrer dans ces documents. Alors que si vous supprimez un de ces fichiers, le système sera corrompu et vous ne pourrez plus, comment on appelle, l'utiliser. Donc, n'ouvrez pas. Restez ici, au dehors ici. Cliquez sur ça. Sélectionnez et puis venez dans les trois points ici. Vous avez l'option ici où c'est écrit. Attendez, ça va venir. Donc, vous voyez ici, download. OK? Vous cliquez là, download. Là, ça va télécharger. Vous voyez, ça va zipper ça, télécharger ça, vous l'ouvrez. OK? C'est ainsi, c'est ainsi que vous pourrez. OK? Attendez, ça va venir là. Donc, vous pouvez procéder ainsi. Là, vous n'avez plus besoin d'installer. Vous cliquez là, sélectionnez ça d'abord, cliquez là et puis téléchargez. Si vous téléchargez comme cela, vous décompressez et puis vous allez vous retrouver avec un fichier comme cela. Attendez, je vais vous montrer. Donc, je prends ce temps-là pour passer pour expliquer ça un peu, pour que tout le monde puisse avoir le système en fait. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à installer, même si, malgré que j'ai installé ça en live, alors qu'il n'y a aucune difficulté pour installer ça. Donc, lorsque vous allez finir de télécharger, vous allez voir, le fichier va venir sur cette forme. Ça va venir. Il faut que l'ordinateur ne répond pas. Vous allez voir Kali Linux, comme cela. Donc, au niveau de CentOS, tout ce que vous avez à faire ici, vous venez ici. Tout ça sont des trucs qui sont déjà expliqués. Vous venez ici, rentrer ici, vous pouvez voir ici, Open a Virtual Machine. Une fois que vous finissez de télécharger le fichier qui est mis en ligne, dans les dossiers, vous venez ici, ouvrir Open a Virtual Machine, vous cliquez là, et puis naviguer vers le dossier. OK? Oh là là, ça prend du temps. Naviguer vers le dossier, vous pouvez voir ici, not here, c'est pas ici. Vous avez ici software. OK? Maintenant, c'est ça qui est là. Donc, lorsque vous allez voir Hacker Virtual Machine. OK, vous cliquez là, des fois, et vous allez l'ouvrir. Vous n'avez plus besoin d'installer. Vous l'ouvrez, puis vous commencez à utiliser directement. OK? Donc, j'ai cliqué, des fois, ça va s'ouvrir si vous allez voir. OK. Donc, vous voyez, c'est ouvert là. Mais vous, dans votre cas, on va vous demander d'importer d'abord. Donc, vous importez tout simplement et vous allumez, vous commencez à utiliser. Vous n'avez pas besoin d'installer. OK? Donc, je vais minimiser ça. J'espère que c'est clair pour toi. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Allez-y. Allez-y. Lui qui a levé la main. OK, si vous ne parlez pas, nous, on va continuer. OK? Donc, à partir de là, maintenant, tout le monde aura calé. Maintenant, lorsque vous allez allumer calé,
Voici comment Kali va se présenter. Vous devrez vous connecter là. Donc, le nom que j'ai donné à un client de la machine virtuelle, c'était hacker. Donc, je vais donner le mot de passe ici. OK? Et puis, je me connecte. Le mot de passe n'est pas correct. 1, 2, 3, 4, 5. Vous levez la main, on vous demande de parler, vous ne parlez pas. Avant de parler, il faut activer votre micro, sinon nous, on vous le sort pas. OK. Donc, on va, et comme on appelle, couvrir Kali en détail. Donc, suivez bien. Suivez bien pour qu'à la sortie de cette séance d'aujourd'hui, chacun puisse utiliser Kali. This section is locked. You will be redirected to unlock dialog automatically in few seconds. Comme on est. Donc, je me connecte à nouveau. Hacker. Le mot de passe, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Ne donnez pas un tel mot de passe. Hein. Moi, je donne ça parce que c'est le cas de pratique ici. OK. Donc, lorsque vous allez vous connecter, voilà comment est-ce que le système se présente là. Vous êtes ici dans le bureau. Vous pouvez voir le Home Directory. Vous êtes ici dans le bureau. Et comment est-ce que vous pouvez ouvrir le terminal? Vous pouvez voir en haut ici, c'est le terminal qui est là. Maintenant, vous avez Firefox qui est là. Et ici, vous avez le symbole de Kali qui est là. Vous pouvez cliquer sur ça. OK? Et vous allez voir les applications. Une fois que vous cliquez là, vous allez voir les applications qui sont là. Donc, si par exemple, vous voulez le terminal, vous pouvez chercher le terminal ici. OK? Donc, vous écrivez ici tout simplement terminal. Terminal. Et ici, vous allez voir, nous avons, et comment on appelle, le terminal qui est là. Et puis, bon, il y a différents terminals qui sont là. OK? Donc, pour le moment, on va aller avec terminal qui est là. Nous avons également Terminator. Attendez, je vais voir si c'est installé. Non. Donc, si c'est installé par défaut. OK? Autre terminal emulation. Ok, je crois que c'est ça qui est là. Donc, on va aller avec la première option d'abord et puis on va aller avec la seconde option pour voir la différence. Bon, si ce n'est pas installé, vous pouvez également installer Terminator. On va voir toutes ces options-là. Ok, ça s'ouvre pas, ça va venir. Comment? Ok. Donc, ok. Vous voyez ici, on me demande d'installer. Mais moi, j'ai déjà ça, donc je ne vais pas installer. Vous, dans votre cas, vous, sorry, je ne vais pas télécharger. Vous, dans votre cas, vous téléchargez. Ok, qui veut se connecter. Ok. OK, donc ici, vous voyez que le terminal s'est ouvert. OK? Donc, vous pouvez voir ici, si vous voulez utiliser les applications, vous pouvez voir les applications en cliquant sur ce icône-là. OK? Et vous avez d'autres options qui sont là également. OK? Donc, maintenant, le terminal est ouvert. Regardez ici, vous voyez un symbole qui est là. Attendez, je vais agrandir là. Zoom in. OK? Donc, ici, et vous avez un symbole qui est là. Ce symbole-là indique tout simplement que vous êtes dans le Home Directory. Attendez, je vais le dire ici. Vous êtes comment on appelle le répertoire de base, c'est-à-dire le bureau, dans le bureau. Vous êtes ici dans dans le bureau. Voilà. Donc, vous êtes ici dans le bureau. Maintenant, bon, on va pas trop prendre, comment on appelle, perdre le temps ici encore. On a déjà perdu. OK? Donc, vous êtes au niveau
du terminal ici, comment est-ce que vous pouvez utiliser Kali? OK? D'abord, avant de commencer, vous pouvez chercher à savoir où vous êtes en utilisant la commande Present Working Directory. PWD, ça veut dire tout simplement Present Working Directory. Ça vous montre là où vous êtes présentement. OK? Donc, vous écrivez Present Working Directory, vous l'entrez. On vous dit que vous êtes dans /home/hacker. Vous êtes dans le bureau des hackers. Donc, ici, par exemple, lorsque vous créez un fichier, c'est qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas minimiser ici. OK? Si vous créez un fichier, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes ici. OK, vous êtes ici dans les bureaux comment on appelle, du hacker. Si vous mettez ls, vous allez voir que vous avez, et comment on appelle, desktop, download, pictures, template, document, music. OK? C'est quand on va faire un exemple ici, touch F1. OK? ls. Et ça est donc je vais aller dans desktop, CD, desktop, parce que ce que vous voyez ici, là, c'est le bureau qui est là. C'est le bureau qui est là. Donc, on va aller dans CD, desktop. Donc, la commande pour, comment on appelle, CD, desktop. Sorry. Desktop. Okay. Maintenant, ici, lorsque je crée, parce que ici également, comme je le dis, Linux, lorsque vous installez Linux avec GUI, c'est-à-dire avec l'interface graphique, vous pouvez également utiliser l'interface graphique. C'est juste que ici, dans notre cadre ici, l'interface graphique n'est pas beaucoup utile parce que, bon, on ne pourra pas faire grand-chose là-bas. Sinon, par exemple, je vais créer un fichier, si vous allez voir, je vais mettre touch, OK, F2 par exemple, et vous allez voir que F2 figure ici. Quand je crée ici, ça sort ici. Donc, je peux l'utiliser ici. Quand, par exemple, je mets ici 4E, et puis je mets F2 là, je rentre là, ça le, OK, et puis je sors de là. Qu'est-ce qui va se passer? Le F2 est déjà ici. Si j'ouvre F2, si vous allez voir le même contenu. OK, je peux ouvrir ici. Comme façon, j'ouvre le fichier, si vous me regardez ici. On dit quoi ici? Salut. Vous voyez. Donc, vous pouvez utiliser également, ou bien vous pouvez tout simplement faire quoi ici? Vous pouvez également créer, et comment on appelle, create a folder, create a document here. Vous pouvez créer le fichier à partir d'ici. Comme façon de créer avec Windows. Si je vais sur Windows, regardez ici, je clique là, OK? Et puis je vais dans New, et puis je vais ici, si c'est un document vous voulez créer, vous pouvez, si c'est un dossier vous voulez créer, vous créez là un répertoire. Si c'est un document Word, vous créez là. Si c'est un PowerPoint presentation, vous créez. Si c'est Excel, OK, si c'est texte. Si par exemple je veux créer un document texte, regardez ici, je viens de créer un document texte. Je vais tout simplement test. OK? C'est un document test, je viens de créer là. Mais un document vide, je peux l'ouvrir en faisant quoi? En cliquant sur ça deux fois. Ici, avec Windows, vous cliquez seulement. OK, vous voyez ici, j'ai ouvert ça. Donc, je peux mettre du contenu ici, tranquille. Et puis, je sauvegarde. Coupez vos micros. Coupez vos micros. Coupez. OK? Donc, ici, je mets là et puis je sauvegarde. Si je ferme, OK, je minimise, je ferme là. Et c'est déjà sauvegardé. Si j'ouvre encore, vous allez voir que le contenu. OK, je clique là pour sauvegarder. OK, je vois. J'ai donné beaucoup de ressources au système de Windows et de Linux là. J'ai oublié de le dire. Donc, ça peut affecter un peu la performance de mon ordinateur. OK, donc ça, c'est le cas de Windows. Ici également, vous pouvez le faire. OK, vous pouvez voir ici. Cliquez ici. OK, à partir de notre desktop, sur notre bureau, vous pouvez créer ce empty file. OK, et puis je crée ici. Je vais mettre par exemple F3. Quand je mets F3, je crée. Regardez, F3, nous avons F3 ici maintenant. Et ici, quand je viens au niveau de la ligne commande, quand je mets LS, vous pouvez voir maintenant qu'il y a F3 qui est là. OK? Donc, on vient de couvrir, et comme on appelle, la commande LS. LS est utilisée pour lister les contenus. On a également couvert la commande touch. Touch est utilisée pour créer un fichier vide. OK? Touch est utilisé pour créer un fichier vide. OK? Maintenant, nous avons la commande cd. La commande cd, ça veut dire change directory. Cd nous permet de changer de répertoire. Par exemple, vous êtes dans un répertoire et puis vous voulez changer de répertoire. Vous utilisez tout simplement cd. Ici, quand je mets ls, vous allez voir que bon,
j'ai seulement des fichiers ici. Et quand je prends Present Working Directory, PWD vous permet de savoir dans quel répertoire vous êtes. Lorsque, par exemple, je reviens sur Windows, ici, vous pouvez regarder en haut ici pour savoir dans quel répertoire vous êtes. Ici, lorsque vous cliquez ici, vous allez voir, vous êtes dans la partition D, dans le répertoire Software. OK, je peux rentrer et, comment on appelle, je peux venir ici. Pour se trouve SkillGate. Comme on est. Je ne vois pas SkillGate. OK. Donc, vous pouvez voir ici. En haut ici, OK, donc je vais rentrer encore, vous allez voir. Regardez ici, en haut ici. C'est dans quel répertoire ici actuellement? Dans CCNA 2022. OK? Donc, en regardant ici, avec Windows, vous regardez seulement parce que tout est là devant vous. Mais avec Linux, vous ne pouvez pas voir comme ça. Il faut exécuter une commande. OK? Il faut exécuter une commande ici. Quelqu'un qui veut se connecter. OK? Avec Linux, il faut exécuter la commande pour savoir où vous êtes exactement. Mais la commande, c'est pwd. OK? Pwd ici vous dit là où vous êtes. Vous pouvez voir ici les schémas absolus. OK? Les schémas qui nous... Et voilà, les schémas pour... Et, qui montrent là où je suis. Ici, par exemple, lorsque je clique là, vous allez voir, vous êtes dans... Je suis ici dans disque partition D. OK? Dans le répertoire parent Skillgate et puis le sous-répertoire CCNA et puis le sous-répertoire CCNA 2022. OK? La même chose ici, vous pouvez voir la PWD, vous montre les schémas absolus. OK? Donc, ça, c'est la commande PWD qui vous permet de savoir où vous êtes. Maintenant, CD peut vous permettre maintenant de changer de répertoire. Par exemple, actuellement, je suis dans desktop. Je vais sortir de là. OK, la commande qui est utiliser tout simplement CD et puis va me permettre tout simplement de sortir de là. Si j'exécute cette commande encore, vous allez voir que maintenant, je suis dans Hacker. Si je vais aller dans Home, c'est-à-dire dans Bureau, je peux utiliser encore CD et puis ça permet tout simplement de sortir du répertoire qu'on appelle étape par étape. OK? Si vous voulez sortir des fois, vous mettez CD barre oblique et puis des points encore. CD des points barre oblique des points, ça dit tout simplement que vous voulez sortir des pas en arrière. OK? Good. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez rentrer dans les répertoires? Par exemple, je vais mettre ici LS. Vous allez voir qu'ici, j'ai seulement un seul répertoire. Comment est-ce que vous pouvez rentrer dans ces répertoires? Vous pouvez utiliser la commande encore CD et puis vous mettez tout simplement le nom du répertoire. CD Hacker, je rentre là. Et vous allez voir que maintenant, ici, dans Hacker. OK? CD Hacker. OK, maintenant, quand ici, j'utilise LS pour lister, vous pouvez voir le contenu des fichiers qu'il y a là. Maintenant, comment est-ce qu'il peut créer des fichiers vides? Par exemple, je peux utiliser la commande catch. Catch est utilisé pour créer un fichier vide. Donc, je mets ici, et par exemple, test.txt. OK? Pour créer juste un fichier vide. Si je mets ls encore, vous allez voir que le fichier vide est là. Ce que c'est en train de faire là, c'est très important parce que plus tard, quand on va découvrir certains outils, vous serez obligé et appelé à utiliser tout ça, toutes ces commandes. OK? Pour les manipuler. OK? Donc, vous pouvez voir qu'on vient de créer un fichier test.txt. OK? Maintenant, comment est-ce qu'on peut voir le contenu? On peut voir le contenu en utilisant une commande qu'on appelle cat. Cat a pour première fonctionnalité pour voir le contenu test.txt. Donc, la première fonctionnalité de cat est pour voir le contenu d'un fichier. Et ici, vous pouvez voir que on appelle le test.txt est vide. Il n'y a pas de contenu dans ces fichiers. Donc, comment est-ce qu'il peut donner du contenu à ces fichiers? Il peut y donner du contenu en utilisant une autre fonctionnalité de cat. OK? Avec le symbole plus grand que, OK, deux fois. Bon, plus grand que une fois est utilisé pour donner et le contenu. Et puis, si c'est trouve qu'il y a un contenu ancien qui se trouvait dans les fichiers, le nouveau contenu vient remplacer l'ancien contenu. Maintenant, si par exemple, vous avez des contenus, donc allons avec ça. Donc, comme pour le moment, on n'a pas de contenu, on peut aller avec ça. OK? Donc, ici, ça vous permet de donner le contenu sur la ligne de commande. Donc, ici, vous pouvez mettre bonjour, quelqu'un qui veut se connecter. Pour les gens se connecter avec toi. Donc, ici, vous pouvez voir, je vais mettre là bonjour. OK? Et puis, je sors de là avec CTRL D. Pour sortir d'ici, il faut utiliser la combinaison CTRL plus D.
Donc ici, vous voyez que je suis sorti de là. Maintenant, quand je mets 4 et test.txt, vous allez voir que maintenant, il y a du contenu qui est là. Bonjour qui est là. Ça, c'est le contenu. Maintenant, si par exemple, je veux étendre, je veux ajouter du contenu à ces tests, en ce moment, je dois aller avec 4 et puis greater than deux points. Plus grand que deux fois, et puis le nom du fichier. Ça va me permettre de donner d'étendre, OK, le contenu de ce fichier. Test. OK, .txt. Là, maintenant, j'ajoute bonjour, comment allez-vous? OK, comment allez-vous? OK, et je rentre là, CTRL 10 pour sortir. Et puis, si je reviens encore sur cap texte, vous allez voir que le contenu a été ajouté. OK, bonjour, comment allez-vous? Donc, cat ici est utilisé pour voir le contenu et également cat est utilisé pour donner du contenu au fichier. Également, cat est utilisé aussi pour étendre le contenu d'un fichier. Donc, vous voyez les fonctionnalités de cat. OK. Maintenant, parlant comment on appelle, du contenu de fichier. Est-ce qu'il faut toujours utiliser cat pour voir le contenu d'un fichier? Je vais prendre un exemple. Lorsque j'utilise cat, je vais voir le contenu de ce fichier-là, etc.password. OK. Quand je rentre ici, regardez ici. Le contenu de fichier, je vois le contenu de fichier ici. Malheureusement, ce n'est pas tout le contenu que je vois en même temps. OK. Malheureusement, et comment on appelle, c'est vers la fin, c'est comment on appelle, la fin du fichier qu'on me montre. Regardez, alors qu'il y a du contenu en haut ici. Bon, nous, en tant que des hackers, ça ne nous arrange pas. Bon, disons, pas que ça ne nous arrange pas, mais quand c'est comme ça rend un peu les choses difficiles. Parce que vous avez un fichier qui est là, et puis vous voulez analyser le contenu. Bon, si vous exécutez 4, et puis ça vous envoie vers la fin comme cela, vous serez obligé encore d'utiliser ici, OK, ou les monter pour pouvoir commencer à analyser en haut. Et comme cela, c'est fatigant, c'est pas vraiment flexible. Donc, est-ce qu'on a d'autres alternatives, OK, comment on peut voir le contenu d'un fichier? Oui. Nous avons d'autres commandes qui sont là pour voir, pour faciliter, et comment on appelle, la façon dont on peut voir le contenu d'un fichier. OK? Et quelles sont ces alternatives? Nous avons par exemple la commande less. La commande less vous permet tout simplement de voir, et comment on appelle, les 10 premières lignes d'un fichier. Et puis au fur et à mesure que vous descendez, disons la première page, ok, c'est pas les 10 premières lignes, la première page, c'est-à-dire quoi? Ces fichiers-là, voici le contenu du fichier. Le fichier ici est très volumineux, regardez là. Mais quand vous allez utiliser less, ça va vous montrer la première page d'abord. Et au fur et à mesure que vous descendez, ça va vous montrer ligne par ligne. Donc, quand c'est comme ça, vous, en tant que hacker, vous aurez le temps de bien analyser. Vous pourrez voir vraiment et comment appeler les résultats. Vous voyez, vous pouvez voir, analyser et puis voir ce que vous recherchez. Donc, pour cela, on peut utiliser less, OK? Et puis vous montrer là. Et vous voyez maintenant, quand on met là, regardez, c'est la première ligne qui est là, et sur la première page. Et au fur et à mesure que vous descendez, regardez là, on vous montre ligne par ligne maintenant. Et quand c'est comme cela, vous pouvez prendre le temps de faire quoi? De bien analyser le contenu de ce fichier. Ok, si voilà, c'est un fichier que vous avez eu à capturer, puis vous voulez analyser, vous retirez le mot de passe, rentrer ici, sortir ici. Ici, vous allez étaler ligne par ligne. Vous descendez là, ligne par ligne, et voilà, vous pourrez maintenant retirer ce que vous recherchez. Vous voyez. Donc, maintenant, avec la commande less, vous voyez que ça devient encore beaucoup plus facile. Je descends ligne par ligne pour analyser. Quand vous finissez là, vous pouvez cliquer tout simplement sur la commande Q. Ok, sur votre clavier, nous avons la lettre Q qui est là. Vous cliquez là et puis vous sortez. Donc, ça, c'est la commande less. Cependant, il y a toujours un problème avec less. Regardez ici. Je descends là, je ne sais pas combien de lignes il me reste. Peut-être qu'il me reste encore 1000 lignes, je ne sais pas. Peut-être qu'en descendant ligne par ligne, ça va me prendre encore 2 minutes, 3 minutes, ou même 4 minutes, je ne sais pas. Donc, quand c'est comme cela, vous travaillez de façon aveugle. OK? Donc, on ne voit rien. On descend seulement. Et puis, on ne sait pas combien de pourcents on a fini, combien de pourcents nous reste. OK? Donc, comment est-ce que vous pouvez régler ce problème encore? Less, c'est très bon. Mais le problème avec less, c'est que si le fichier est très grand et puis vous n'êtes pas, comment on appelle, informé de ça, vous pouvez passer des minutes là à descendre et puis sans finir. Hein. Le temps est en train de passer. Le temps est très précieux. Donc, il ne faut pas gaspiller le temps. Donc, pour cela, nous n'allons pas utiliser. Bon, on peut utiliser less, mais il y a encore une autre option plus efficace qui est la commande more. OK? More ici va vous montrer le pourcentage du fichier que vous avez déjà affiché et les pourcentages restants, vous pouvez automatiquement déduire. OK? Donc, nous avons ici, lorsque vous montez, regardez, on nous dit que ce fichier-là, il y a 20% du fichier qui est affiché là.
Et au fur et à mesure que vous descendez, le pourcentage montré augmente. Donc, par exemple, actuellement, vous savez qu'il y a 37% des fichiers qui est déjà montré. Donc, ça veut dire qu'il y a jusqu'à 63% des fichiers qui n'est pas encore montré. Donc, vous pouvez soit quitter, au moins si vous avez une idée, OK? Donc, en fonction de ça, vous pouvez travailler. Vous pouvez essayer de descendre vite pour finir là. Ou bien tout simplement cliquer sur, comment on appelle, la lettre Q pour quitter là. Vous voyez. OK? Maintenant, tout ça, c'est bien, non? Avec la commande less ou moins more. Parce qu'ici, nous sommes dans le domaine de hacking. Et vous êtes appelé à analyser des fichiers pour retirer certaines informations sensibles. Bon, je vais prendre un exemple et puis vous allez voir. OK? Et juste un exemple, je vais mettre là, par exemple, who is facebook.com. Ça, c'est un outil d'attaque qui nous permet de réunir les informations. Know who is server is known for. Who is sur le facebook.com. Facebook.com. OK? Et ça va analyser les données. Mais regardez ici, le contenu ici, regardez, c'est vrai, ça a pris seulement quelques secondes, et moins de 2 secondes pour exécuter, mais regardez le contenu qu'on vient de réunir là. L'information sur Facebook. OK? Il y a, ça fait combien de pages? Beaucoup de pages. Des centaines de lignes. Mais en espace de 10 secondes, on a réuni ces informations. Et nous, en tant que hacker, nous voulons analyser ces informations pour retirer des informations. Regardez ici. Vous, en tant que hacker, si vous avez le numéro de téléphone, OK, d'un membre de l'exécutif, vous saurez comment utiliser. Moi, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, mais bon, vous savez ce qu'il faut faire. Mais vous saurez également ce qu'il faut faire. OK? Donc, vous voyez ici les informations sur Facebook. OK? Admin ID. OK? Regardez ici. Nous avons, OK, voilà. Nous avons le numéro de téléphone que vous pouvez contacter. Country, le pays, c'est USA, code postal, province, OK, city. Vous voyez toutes ces informations, comment on appelle l'adresse et comment on appelle le Facebook. Ouais, vous pouvez utiliser ça pour faire quelque chose. Bon, avec le temps, vous allez apprécier par vous-même. OK? Vous allez apprécier par vous-même. Moi, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire. Mais bon, on va donner des informations et puis c'est à vous de les utiliser. OK? Donc, vous pouvez voir là. Donc, ce type de fichier, vous voyez que le fichier est grand, non? Moi, ce fichier-là, comment est-ce qu'il peut analyser ça facilement? Bon, bon, je crois que pour d'autres personnes, ça, c'est aussi facile, non? Analyser de cette façon-là, utiliser, comment on appelle, up arrow, down arrow here, pour analyser. Bon, si pour vous, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense qu'il y a des moyens plus efficaces pour gérer ça. OK? En utilisant, par exemple, more, less. Vous allez dire, mais comment est-ce que je peux utiliser more ici, vu que c'est, qu'on appelle un outil exécuté? Oui, vous pouvez utiliser ça. Je vais mettre, mais pour le moment, je ne vais pas expliquer ça. OK? Pour le moment, je ne vais pas expliquer ça. Il y a, par exemple, Facebook Data. OK? Et puis, je rentre. OK? Regardez, je ne vois pas de résultats. Mais si je mets LS ici, vous allez voir qu'il y a quelque chose ici, Facebook Data. Moi, je n'ai même pas bien écrit. Et quand je vais revenir ici, quand je vais mettre maintenant, je peux utiliser maintenant more et puis Facebook Data. OK? Et ici, maintenant, vous voyez l'information que l'outil a réunie sur Facebook. Voilà les mêmes informations ici. OK? Et ici, maintenant, je peux prendre le temps. Regardez, il y a des informations mail, OK? Informations de numéro. Je peux prendre le temps d'analyser ici et retirer les informations que je recherche ici. Vous voyez? OK? Date. OK, not date. OK, bon. Ça, c'est juste un exemple, en fait, pour vous montrer l'importance des commandes que je suis en train de vous, et qu'on va montrer. Parce que c'est pas, je ne suis pas là en train de vous donner des commandes qu'il faut bosser et puis qui ne seront pas utiles. Non, je vous donne ces commandes-là pour vous faciliter l'utilisation de Kali pour pouvoir craquer, pour pouvoir hacker. Si vous savez utiliser ces commandes-là, ça vous fait gagner en temps, en fait. Comparé à quelqu'un qui ne sait pas utiliser ces commandes-là, la personne va prendre beaucoup de temps pour pouvoir récupérer des informations. Peut-être la personne va prendre 1 heure. Et vous, si vous connaissez ces commandes-là, peut-être ça va vous prendre tout au plus 10 minutes. Pourquoi pas? Pourquoi 2 minutes même? Ouais. C'est pourquoi ces commandes-là sont importantes. Donc, on continue. Maintenant, en plus de ces commandes, donc pour sortir d'ici, vous mettez tout simplement Q. Et puis vous sortez. Okay. Donc, les gars, comme je le disais, aujourd'hui, on ne va pas aller jusqu'à la fin parce que je suis un peu enrhumé. J'étais obligé même d'arrêter le cours de 6 parce que vraiment, je souffrais beaucoup. Mais j'ai pris compliment, donc ça a commencé à laisser beaucoup avec vous-même. Voilà, j'arrive à dire quelque chose.
OK? Donc, maintenant, est-ce que c'est tout? Non. Regardez, ces fichiers-là, ces fichiers qu'on vient de capturer sur des Facebook, là, je vais utiliser ces fichiers, mais le fichier est trop costaud. Je vais voir seulement les 10 premières lignes du fichier. Nous avons une commande qu'on appelle head. Head, ça veut dire l'entête. Head. Head, ça veut dire tout simplement l'entête. OK? Donc, je mets head ici, et puis je mets le nom du fichier, Facebook Data. OK? Quand je mets là, ce sont les 10 premières lignes seulement qui vont s'afficher. OK? Et maintenant, ça va dépendre de moi. Si par exemple, je veux les 20 premières lignes, je mets ici -n. N, ça veut dire number of line. -n, et puis je mets 20. C'est-à-dire les 20 premières lignes. Il faut remonter les 20 premières lignes. Et vous allez vous savoir remonter les 20 premières lignes. OK? Ça, ou si vous voulez seulement les 5 premières lignes, vous mettez là N. Par défaut, ça vous montre les 10 premières lignes. OK? Mais si vous voulez maintenant manipuler, vous pouvez utiliser N et vous voyez que ça vous montre seulement les 5 premières lignes. Ça, c'est la commande head. Ça, je montre ça parce que dans le cas de hacking, c'est très important. Ça peut vous faire gagner en temps en analysant les fichiers. Et également, quand on va commencer, vous allez voir que je vais utiliser cette commande régulièrement. Pour ne plus revenir sur ça, ou bien pour ne pas que vous me posiez les questions, pourquoi telle commande? Parce que les étudiants aussi souvent sont compliqués. Si votre étudiant, une petite commande comme ça, vous venez te poser la question, pourquoi tu as telle commande? Alors que c'est un cours professionnel que nous donnons. Il y a, comment on appelle, les fondamentaux que vous devrez maîtriser. Et j'espère que tout le monde ici présent s'est mis à jour avec les fondamentaux. OK? Le cours de l'initiation à l'informatique. J'ai donné le lien sur le groupe, vous cliquez sur le lien, vous allez voir fondamentaux. Chacun doit regarder ça. OK? Donc, on va continuer, on ne va pas rester sur ça. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, lorsque, par exemple, on a vu tout à l'heure comment est-ce qu'on peut utiliser cat pour donner du contenu à un fichier. Nous avons une autre commande qu'on appelle echo. Echo est également utilisé pour donner du contenu à un fichier vide ou à un fichier. OK? Donc, vous pouvez utiliser hello, par exemple, et echo, par exemple, et pour vous donner le contenu, par exemple, je vais mettre ici, bienvenue, bienvenue au cours de Skillgate. OK? Et ici, je vais rediriger ça. OK? Maintenant, bon, il y a des trucs également qu'il ne peut pas donner ici parce que nous ne sommes pas là pour administrer un serveur Linux ici. Nous sommes là pour utiliser les outils pour pouvoir craquer. Donc, du coup, il y a certaines informations également qu'il ne peut pas donner parce que si elle m'amuse, on ne va jamais finir. OK? Pour ceux qui étudient l'administration des serveurs avec nous, et ils vont apprendre tous ces secrets-là. Pourquoi j'ai mis ça ici, tous ces trucs-là, ils vont apprendre. Mais ça, c'est un cours de piratage éthique. Donc, on ne peut pas confondre les choses. Il faut mettre les choses à leur place. OK? Donc, je vais mettre ici, par exemple, F5. Et vous voyez ici, si je mets LS, vous allez voir que F5 a été créé. Et quand je mets 4 F5, vous allez voir que le contenu a été donné. Ça, c'est en utilisant la commande echo. Donc, echo est utilisé également pour rediriger le contenu sur la ligne de commande à un fichier. OK? Maintenant, nous avons également Nano. Et je vais, parce que ça, c'est très important. Lorsque vous allez vouloir, par exemple, écrire des virus, moi, je ne vais pas vous montrer comment on peut coder un virus, ok? Mais je vais vous montrer les outils que vous pouvez utiliser également pour faciliter ça. Okay? Parce que ce sont des domaines qui sont un peu spécialistes. Et pour cette formation, c'est formation core, d'ici core training. Donc, on ne peut pas aller vraiment en détail sur chaque topic. Mais je vais vous montrer des tips que vous pouvez utiliser. Pour ceux qui font les recherches, vous pouvez vous en sortir très facilement. OK? Maintenant, on va voir maintenant qu'on appelle, euh, comment on appelle ça? Éditeur, OK? File editor, l'éditeur du fichier Nano, OK? Donc, nous avons l'éditeur du fichier Nano qui est là, qui est utilisé pour modifier les fichiers, créer des fichiers, OK? Donc, Nano est utilisé tout simplement, c'est comme vous utilisez, façon vous utilisez Notepad, façon vous utilisez, et comment on appelle, Word, ou bien quoi. OK? Nano est utilisé ici pour faire quoi? Pour créer des fichiers, donner du contenu à des fichiers, modifier les fichiers. OK? Donc, vous utilisez Nano, vous donnez tout simplement le nom du fichier. Par exemple, je vais mettre fichier 1. Puis vous rentrez. Lorsque vous rentrez, vous pouvez voir ici. OK? Et ici, vous commencez à donner le contenu que vous voulez donner. OK? Donc, bonjour. Je commence à donner un bonjour. OK? Ici, nous apprenons le piratage éthique. OK, nous sommes là, nous ne sommes pas en train d'apprendre du banditisme, c'est du piratage éthique.
OK? Donc ici, j'ai fini de donner le contenu. Comment est-ce qu'il peut sortir d'ici? Ici, it is a little bit challenging. Regardez ici, write out. Donc, vous utilisez la combinaison CTRL plus O. C'est pour pouvoir sauvegarder ces fichiers. Et puis après, vous utilisez la combinaison CTRL X pour sortir. Donc, il faut suivre ça, sinon vous n'allez pas pouvoir sortir ici. Donc, CTRL O, OK? Entrée, vous cliquez sur Entrée, puis maintenant CTRL X. Là, vous sortez. Sinon, vous n'allez pas pouvoir sortir de là. Maintenant, si vous mettez LS, vous allez voir maintenant les fichiers ici. Fichier 1. Donc, vous pouvez utiliser fichier 1, OK? Et vous rentrez là, vous allez voir le contenu. Donc, ça, c'est l'utilisation de Nano. C'est très simple. Si vous voulez modifier, vous revenez là, Nano fichier 1, et puis vous modifiez. OK? Ce n'est pas du banditisme. Ce n'est pas du banditisme. OK? Et puis, encore, CTRL O, entrée, CTRL X pour sortir. 3 étapes. CTRL O, entrée, CTRL X. OK? Donc, ça, c'est l'éditeur des fichiers Nano. Maintenant, en plus de ça, nous avons VI. OK? Nous avons VI qui est là. Et Visual, et ça également, c'est un programme qui nous permet de modifier, d'éditer, comment on appelle, créer des fichiers. OK? VI. Et généralement, lorsque vous voulez écrire, par exemple, un programme, par exemple, dans cette formation, je vais vous introduire un peu Python, pas, comme on appelle en détail, parce que bon, si par exemple vous voulez utiliser, vous voulez écrire vous-même vos propres codes d'attaque, vos propres outils d'attaque, si vous connaissez un peu de Python, ça peut passer, hein. OK? Mais moi, je ne veux pas vous donner ça, vu que moi, je ne suis pas trop bon en Python. OK? Mais pour ceux qui veulent aller, qui veulent vraiment faire carrière en informatique, vous pouvez apprendre Python et puis vous allez écrire vous-même vos codes. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'écrire vous-même vos propres codes parce qu'il y a plusieurs outils qui sont là. Venez s'asseoir là pour écrire vous-même votre propre outil. C'est comme si votre temps n'était pas précieux. Parce que, bon, si vous êtes une grande organisation qui travaille dans ce domaine, là, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes un hacker. Pourquoi prendre le temps des jours pour venir s'asseoir pour écrire vous-même votre propre outil qui ne peut pas être plus performant que les outils qui sont déjà là? Vous voyez. Donc, vous pouvez utiliser, il y a tellement d'outils qui sont là. Vous pouvez les utiliser pour passer comment on appelle, pour les tests. OK? Pour réunir les informations pour tester, ainsi de suite. Donc, vous pouvez utiliser VI. VI, le nom du fichier. Je vais mettre ici fichier 2. Et puis, vous rentrez. Mais lorsque vous, ici, maintenant, pour utiliser VI, c'est juste un peu compliqué que Nano. OK? Ici, lorsque vous rentrez là, vous êtes, comme on appelle, dans le mode Escape. OK? Et ici, pour pouvoir donner du contenu, vous cliquez d'abord sur I. OK? Cliquez sur le bouton, sur la, comment on appelle, la lettre I. Si vous cliquez sur I, vous allez voir ici Insert. Now you are in Insert mode. Et maintenant, vous pouvez commencer à donner du contenu. OK? Donc, bienvenue au, bienvenue à, donc, je ne peux pas écrire A avec truc, donc je vais mettre O pour des Skillgate. OK? Et puis, je mets, et comment appelle, je sors d'ici. Pour sortir d'ici, comment est-ce que vous devrez procéder? Vous devrez d'abord cliquer sur Escape. Regardez sur votre clavier en haut, qu'on appelle à gauche en haut, il y a un bouton qu'on appelle ESC. ESC. Ça veut dire Escape. Vous cliquez là d'abord, Escape. Si vous cliquez sur Escape, vous allez voir que ça ne sera plus en mode Insert. Vous voyez. Ici, maintenant, on n'est plus en mode Insert. Là, maintenant, à partir d'ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur la combinaison Shift et puis colonne. Si vous cliquez sur la combinaison Shift colonne, vous allez voir en bas ici, colonne qui est là. Et ici, maintenant, vous utilisez, vous écrivez WQ. Ça veut dire write and quit. Ça, c'est en anglais. Write and quit. Et maintenant, vous cliquez sur Entrée. C'est ainsi que vous pouvez sortir. Sinon, vous ne pourrez pas sortir, les gars. C'est sérieux. il y a des gens, il y a des gens qui ont éteint le système à cause de ça. Ils rentrent là, il n'y a pas moyen pour sortir. Donc, ils sont obligés d'éteindre le système. Ouais. Mais c'est très facile à utiliser. OK? Donc, on vient de créer le fichier là. Donc, on va créer un fichier Python, vous allez voir. Donc, je mets ici VI et puis je mets comment on appelle, je vais mettre tout simplement programme 1. Juste un petit programme de Python. Mais comme c'est Python, ça doit se terminer avec py. .py. Et puis, je rentre là. Je vais mettre tout simplement un statement de printing. OK? Je vais mettre tout simplement print sur
regardez ici, quand j'essaie d'écrire, on me dit quoi? Je ne peux pas écrire, j'essaie, mais ça ne rentre pas. OK? Donc, je dois d'abord cliquer sur Insert avant de commencer à écrire. Maintenant, je peux mettre la print. OK? Et puis, je mets la Hello World. OK? Et ici, je sors de là. OK? Pour sortir d'ici, je l'ai déjà expliqué, Escape, colonne, WQ. Et puis, vous sortez de là. Maintenant, comment est-ce qu'il peut exécuter ça? Je peux mettre tout simplement Python -. Par défaut, Python -, est installé sur Linux. OK? Python -, et puis le nom du programme. Puis, ouais. Et vous voyez que ça, le programme a été exécuté. Vous voyez ici, c'est le résultat qui est là. Hello World. OK? Donc, vous pouvez utiliser VI pour programmer. Si par exemple, vous voulez écrire un programme de C++, pour ceux qui connaissent un peu C++, vous pouvez écrire le programme là, ou bien C. Par exemple, en C, vous mettez là tout simplement le nom du programme. Donc, VI et puis le nom du programme. Je mets là, programme. Bon, on n'est pas là pour apprendre programming. OK? C'est juste pour le .cp. OK? Et puis, vous entrez là, vous mettez là. OK? Donc, on a int, par exemple, et, puis, ainsi. Et puis, vous commencez, vous écrivez le programme que vous voulez donner. Une fois que vous finissez pour exécuter, vous suivez. OK? Donc, je vais sortir de là. Maintenant, si vous voulez sortir là sans enregistrer, vous pouvez cliquer tout simplement sur CTRL Z. Ça, c'est lorsque vous voulez couper court sans enregistrer. OK? Mais, et comment on appelle là? Avant ça, il faut aller avec Escape d'abord. OK? Et CTRL Z. Là, comme ça, si je reviens ici LS, vous allez voir que le programme 2 n'existe pas. Parce que c'est quoi? Le problème, c'est CP. Hein? Donc, vous pouvez voir qu'ici, il n'y a pas de CP parce que je n'ai pas sauvegardé. J'ai coupé, j'ai stoppé. OK? Maintenant, j'espère que c'est clair pour tout le monde. OK? Nous avons également, parallèlement avec VI, nous avons Vim. Ça, c'est l'option avancée de VI que vous pouvez utiliser. Ça, c'est l'option avancée. Je vais me fichier 3 ici. OK? Ça, c'est juste parce que vous serez appelé à, comment on appelle, à modifier des fichiers. Vous pouvez utiliser. Si vous avez plusieurs options, vous utilisez ce qui comment on appelle, vous va, non? Ce qui vous semble facile. Si Nano vous semble facile, utilisez Nano. Si VI vous semble facile, utilisez VI. Si Vim vous semble facile, utilisez Vim. Mais Vim est très intéressant et puis Vim a beaucoup de fonctionnalités. OK, Vim a beaucoup de fonctionnalités. Mal Malheureusement, je ne vais pas couvrir tout ça ici. Je couvre ça avec ceux qui étudient l'administration des serveurs. OK, mais Vim a beaucoup de fonctionnalités. OK, donc je vais sortir d'ici et on va continuer. Donc, j'espère qu'au niveau des éditeurs de fichiers, ça va. Non, maintenant, on va continuer avec la création des répertoires. OK? On a déjà vu comment créer un fichier. Vous pouvez voir ici qu'on a déjà créé plusieurs fichiers, soit en utilisant Echo, soit en utilisant Cat, soit en utilisant Touch. OK? Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut créer un répertoire. Donc, pour créer un répertoire au niveau de Linux, vous utilisez tout simplement mkdir. Ça veut dire Make Directory. mkdir, et puis le nom du fichier suivi. Donc, par exemple, make directory, je mets CEH. CEH, OK? Et quand je mets LS, vous allez voir qu'ici, il y a un répertoire qui a été créé. Comment pouvez-vous savoir si c'est un répertoire ou si c'est un fichier? Les répertoires sont généralement en couleur bleue, mais les fichiers vont toujours être en couleur. Bon, ça va dépendre du terminal que vous utilisez. Ça peut être, comment on appelle, en couleur, de la même couleur que l'invite, et qu'on appelle l'invité de terminal, ou bien ça peut être toujours, tout simplement en couleur blanche, comme vous pouvez voir ici. Donc, ici, pour distinguer les fichiers des répertoires, vous regardez tout simplement la couleur. Également, une autre façon de distinguer les fichiers des répertoires, c'est d'aller avec ls-l. Là, ça va vous montrer ici. Mais ici, ça vous demande encore un peu de connaissances, alors que pour cette formation, je ne peux pas aborder ça. Ouais. C'est pourquoi, vous savez, et personnellement, ce que je recommande, si par exemple vous voulez être un très bon hacker, parce que vous devrez maîtriser Linux, vous pouvez apprendre l'administration des serveurs Linux. OK? C'est-à-dire, vous apprenez à maîtriser d'abord Linux. Là, quand vous venez sur Kali, c'est comme de l'eau à boire. Permettez-moi de boire de l'eau de l'eau des passages. Je vais boire un peu d'eau là. OK, guys. Donc, ici de retour. Donc, ici, en exécutant cette commande, vous pourrez voir. Donc, attendez, je vais élargir là. ls, sur le ls-l. Et ici, vous pouvez faire la différence ici. Regardez ici, les fichiers
Tout ce qui commence avec D sont des répertoires directory. OK? Et tout ce qui commence avec dash, OK, sont des fichiers. Donc, voilà. Donc, vous pouvez également voir que tout ce qui commence avec D sont en couleur bleue. Donc, voici une façon pour vous de savoir si c'est un répertoire ou bien un fichier. OK? Donc, on vient de créer le fichier CEH. Comment est-ce qu'on parle dans CEH? On a déjà vu ça. CD, c'est-à-dire Change Directory. Ça vous permet de passer d'un répertoire à un autre. Donc, CD, CEH. OK? Et je rentre là. Maintenant, LS, vous pouvez voir qu'ici, pour le moment, le répertoire est vide parce qu'on n'a pas encore créé des fichiers dans ce répertoire. Donc, ici, on peut s'amuser à créer des fichiers touch, F1, OK? F2, F3. Vous pouvez créer plusieurs commandes en même temps, F5, ainsi de suite. Et quand vous mettez LS, vous allez voir qu'il y a 5 fichiers qui ont été créés. OK? J'espère que c'est clair pour tout le monde. OK? Donc, mkdir, et puis vous mettez là, tout simplement. Par exemple, je vais mettre pratique. OK? LS, vous voyez qu'il y a un répertoire qui a été créé. OK? Maintenant, comment est-ce que vous pouvez déplacer, par exemple, un fichier? Tout à l'heure, je sors d'ici. On a eu à créer, on a donné du contenu à, par exemple, Python, OK? Programme PY. Comment est-ce que je peux déplacer ces fichiers pour envoyer dans CEH? OK? Par exemple, je viens de créer un fichier, un virus. OK? Je viens de créer un programme malveillant. Et puis, voilà, je vais arranger mes trucs pour passer à l'attaque. Donc, j'ai décidé de déplacer ce fichier. Comment est-ce que vous pouvez déplacer? Vous pouvez utiliser la commande move mv. Move est utilisé pour déplacer un fichier à, à un autre fichier. OK? Move, je demande, je prends un exemple en français. Quand on dit déplacer, déplacer quelque chose d'un point A à un point B. Est-ce que vous trouvez cette chose-là au point A encore? Non. Lorsque vous déplacez quelque chose d'un point A à un point B, alors cette chose va maintenant se retrouver au point B et non au point A. Je donne cet exemple-là pour vous expliquer la différence entre move, c'est-à-dire déplacer et puis copier. Quand vous copiez, il y a la version originale qui reste au point A et puis la version copie se retrouve au point B. Mais lorsque vous déplacez, la version originale se déplace pour aller au point B. OK? Donc, move ici va supprimer le fichier, qu'on appelle original, disons, le fichier, comment je vais dire ça? À l'endroit original pour envoyer ça au nouvel endroit. OK? Donc, move, et puis on va mettre programme PV. Où vous voulez envoyer ça? Vous voulez envoyer ça dans CEH. CEH. Et puis, c'est fait. LS, vous pouvez voir ici qu'on a pris le programme ici. Mais si on va dans CEH, vous allez voir que quand on met LS, vous allez voir maintenant qu'on a le programme ici maintenant. Donc, MV est utilisé pour déplacer un fichier. Maintenant, nous avons également CP. OK? CP est utilisé pour copier, ça veut dire copie. Cette commande est utilisée pour copier du contenu. Donc ici, présentement, nous avons le programme qui est là. Maintenant, nous voulons avoir une copie de ce programme-là là où nous étions, ici, OK, dans Home Directory. Donc, pour cela, comment est-ce que je dois procéder? Je peux utiliser tout simplement. Et comment on appelle, copie ça. Maintenant, où je suis ici, ici c'est /home /hacker. Non? Donc, j'envoie ça là /home /hacker. OK, il faut donner le chemin absolu. OK, et quand je rentre là, quand je le sors d'ici, et puis j'ai mis LS ici, vous allez voir que le programme se trouve ici à nouveau. Ça, j'ai pris une copie. OK, et quand je rentre dans CEH encore, vous allez voir que le même programme se trouve là-bas, LS. Donc, parce que j'ai juste copié une copie là. La version originale se trouve encore ici. OK, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, nous avons la commande, si vous voulez supprimer. Donc, nous avons remove, RM, ça veut dire remove. RM vous permet tout simplement de supprimer un fichier. Vous avez fini, par exemple, tout à l'heure là, donc je sors d'ici. On a eu à capturer les données de Facebook. On a remis les informations sur Facebook. Quand vous pouvez voir là. Vous voyez Facebook Data, OK? On a fini d'analyser ces données. On ne veut plus ces fichiers. On veut supprimer parce que quand on laisse là, ça prend de l'espace de stockage. Donc, on décide de supprimer. Donc, la commande, c'est RM. Et puis, vous allez mettre ici Facebook Data. Maintenant, quand vous rentrez ici, LS, vous allez voir que c'est parti. On vient de supprimer ça. Cependant, lorsque, par exemple, vous voulez supprimer un fichier qui a... Bon, pas un fichier.
OK, au niveau des fichiers, il n'y a pas de problème. Maintenant, il se peut que parfois vous voulez supprimer certains fichiers et puis on vous demande de, et bon, disons, et on vous, et puis vous n'arrivez pas à supprimer. En ce moment, vous pouvez utiliser des options. Vous pouvez, voilà, OK, lorsque vous voulez supprimer, par exemple, un répertoire, vous pouvez utiliser RM également. Maintenant, si vous utilisez RM et puis vous voulez supprimer, par exemple, C et H, regardez ce qui va se passer. On dit quoi? Cannot remove is a directory. OK? Donc, mais comment est-ce que vous pouvez supprimer ça de façon forcée? OK? Pour supprimer ça de façon forcée, bon, mais avant ça, je vais rentrer ici CD, C et H. Là, je vais expliquer ça. OK? LS. Ici, nous avons un répertoire pratique. Donc, je vais rentrer dans Practice. OK? Et puis ici, je vais créer un fichier touch. Ça, c'est juste pour expliquer là. OK? Donc, je viens de créer 5 fichiers là. J'espère que je ne vais pas trop vite. Si je vais trop vite, vous me signaler pour que je puisse aller. OK? C'est un majuscule. LS. OK? Donc, pour voir qu'il y a 5 fichiers là. Donc, je le sors d'ici. Et puis, LS. Donc, pour voir pratique qu'elle a. Donc, je vais essayer de supprimer pratique. Donc, je mets pratique. Pratique. OK? Maintenant, regardez, si on me dit quoi, je peux pas supprimer parce que c'est un répertoire. Mais comment est-ce qu'il peut forcer ça? Il peut aller avec RM, hyphen, recursively and forcefully. C'est deux options. Si c'est un fichier, vous pouvez aller tout simplement avec F-file. OK, forcefully. Maintenant, recursively également, ça va vous permettre de supprimer ça de façon qu'on appelle persistante et puis récursive, de façon forcée en fait. Donc, vous mettez la pratique maintenant et vous allez voir que ça va supprimer le fichier. Regardez, maintenant ça a supprimé. Quand il met ls, il ne voit plus ça. Ça a supprimé. OK? Et Clément dit, par exemple, mkdir, et puis je mets ici, par exemple, pratique encore, je crée ça encore, ls. Regardez si j'ai qu'on appelle le répertoire qui est là. Si je veux supprimer le répertoire, il peut également utiliser la commande rm sur RMDIR, remove directory. Ça, c'est la commande originale pour supprimer un répertoire. Remove directory. OK? Remove directory. Et puis vous rentrez, regardez, ça a supprimé ça sans problème. OK? Donc, j'ai déjà donné plusieurs commandes. On va continuer. Maintenant, comme nous sommes dans le domaine de l'attaque, il est important également que vous puissiez voilà, avoir les informations sur votre ordinateur. Par exemple, souvent, vous allez vouloir changer votre identité. Vous voulez savoir où vous êtes. OK? Donc, pour cela, vous devrez avoir certaines... Également, lorsque souvent vous voulez vous connecter à Internet, vous allez bon, d'abord chercher à savoir si vous êtes connecté ou pas. OK? Donc, nous avons une commande qui est la ifconfig. Ifconfig est une commande qui est utilisée pour avoir les informations sur votre système. Par exemple, votre système a une adresse qui lui est unique. Pour ceux qui ont déjà regardé l'initiation sur les fondamentaux, ils savent déjà ce que c'est qu'une adresse, toutes ces informations. Donc, pour avoir et pour voir plutôt l'information sur l'adresse IP de votre ordinateur, également sur l'adresse MAC de votre ordinateur, retenez une chose, quelle est la différence entre une adresse MAC et puis une adresse IP? Une adresse MAC vous dit qui vous êtes, une adresse IP vous dit où vous êtes. J'espère que c'est clair. Je répète encore. Une adresse MAC vous dit qui vous êtes. Une adresse IP vous dit où vous êtes. Donc, lorsque vous êtes dans un réseau, c'est l'adresse IP qui vous dit où vous êtes. Cependant, qui vous êtes toujours la même personne. Donc, l'adresse physique, l'adresse MAC d'un système ne change pas, est toujours la même. Maintenant, il se peut que, comme ici nous sommes là pour pirater, nous sommes là pour hacker, il se peut que de façon momentanée, nous changions d'identité. On peut changer l'adresse MAC d'un ordinateur, prétendre être quelqu'un d'autre, on va voir ça d'ailleurs, OK? Voler l'adresse MAC de quelqu'un d'autre, prétendre être quelqu'un d'autre, mais c'est temporaire. Lorsque quand vous allez démarrer l'ordinateur, l'adresse MAC originale sera à nouveau là. Donc, il faut également faire attention à ces niveaux. Donc, pour avoir l'information sur l'adresse IP de l'ordinateur ainsi que l'adresse MAC de l'ordinateur, vous utilisez la commande if sur le ifconfig et puis vous rentrez là. OK? Ici, on va monter là, remonter là. Et ici, vous allez avoir les informations. Et regardez ici, vous avez interface 0. OK? Et ici, vous pouvez voir ici, et comme on appelle l'adresse de ce système, c'est 192.168.43.140. Et l'adresse MAC, c'est pourquoi je vous demande de regarder l'initiation à l'informatique. Vous aurez les informations sur tout ça.
C'est gratuit, c'est pas payant. Et regardez ça. Si vous êtes sérieux, vous devez regarder ça pour avoir la connaissance, pour pouvoir bénéficier bien de cette formation. OK? Donc, vous pouvez voir ici l'adresse du système, c'est cette adresse-là. On peut utiliser cette adresse pour faire beaucoup de choses. Bon, c'est ce qui fait qu'on on a accès au réseau, NetMask et puis Broadcast IP. Je ne vais pas expliquer ça parce qu'il y a déjà expliqué ça dans l'initiation. Donc, nous avons l'adresse sur link local IPv6 qui est là également, préfixe 64. OK? Et maintenant, ici, vous avez l'adresse MAC du système. Cette adresse-là est unique au monde. Cette adresse est unique au monde. Comment est-ce que vous pouvez savoir qui a manufacturé cette carte? Vous pouvez copier ça tout simplement. OK? Et puis, allez sur Google. Et tout ça, ce sont les trucs que j'explique en détail. C'est pourquoi il faut suivre les formations, les gars. Si vous ne suivez pas les formations, vous n'allez jamais avoir disons, vous n'allez pas avoir les connaissances. C'est en suivant les formations de façon continue que vous allez découvrir certains secrets. Sinon, sur une seule formation, quelle que soit l'information que le formateur va vous donner, moi, je suis le formateur. Je sais ce que j'ai donné comme information et je sais ce qui manque. Parce qu'on ne peut pas tout donner en une formation. Moi, je donne formation, et comment on appelle, administration du serveur, formation, et comment on appelle, administration du réseau, formation sécurité, formation cloud. Donc, il y a beaucoup de, je ne peux pas tout donner. Il y a beaucoup d'informations. Moi, je sais que je ne donne pas tout. Maintenant, si vous voulez les connaître, c'est à vous de, voilà, de suivre les formations de façon continue. C'est ainsi seulement que vous pouvez faire quoi? Vous pouvez découvrir certaines informations. Et également, moi aussi, de mon côté, parfois, avec des raisons de fatigue, je ne peux pas donner certaines informations. Et vous voyez. Et quelle que soit la situation, si je dis je vais donner toutes les informations, on ne va jamais finir. Alors qu'on a un programme à respecter. Moi, dans 2 mois, je dois commencer une nouvelle vague. Ou bien dans 3 mois. Donc, je dois obligatoirement finir avant ça. Donc, vous voyez, on n'est plus par le temps. Donc, c'est pourquoi vous, de votre côté, continuez à faire les recherches. Faites les recherches sur Google. Faites les recherches. Prenez part à d'autres formations ailleurs, ici également. OK? Donc, je vais venir ici. Et UII. OK? Lookup. OK, je peux aller avec ça. OK, juste pour savoir qui a créé cette interface-là, cette truc-là. OK? Donc, je vais aller avec, on peut aller avec Wireshark. Donc, c'est juste pour connaître l'organisation qui est à la base de la création de ce truc. Donc, on va mettre ça ici. Bon, je ne vais pas expliquer également ce que c'est que OUI. J'explique ça dans notre cours de CCNA en détail. OK? Donc, find. Et en bas ici, on nous dit quoi? VMware. OK, on nous dit que c'est VMware qui a, et comment on appelle, manufacturer ça. Et également, vous allez voir qu'ici, c'est une machine virtuelle. Donc, c'est VMware et c'est installé sur VMware. OK? Donc, on va descendre. Donc, vous pouvez voir ici, c'est l'adresse IP de l'ordinateur qui est là, IPv4. C'est l'adresse IPv6, okay, lookback address. Et puis ici, nous avons l'adresse MAC. Ces informations sont importantes lorsque vous allez vouloir, par exemple, on va plus tard voir comment est-ce qu'on peut attaquer les réseaux sans fil, comment vous pouvez déconnecter quelqu'un. Et l'homme est méchant. Hein? Vous allez, on va vous montrer ici comment est-ce que vous pouvez voir, découvrir les réseaux cachés, les réseaux sans fil, bien sûr. Et également, voir tous ceux qui sont connectés sur ces réseaux. Et vous décidez qui vous déconnectez et qui vous ne déconnectez pas. Vous décidez qui pourra utiliser le Wi-Fi. Oui, vous pouvez le faire. On va vous montrer ça. OK? Donc, voici les informations que vous pouvez donner avec la commande ifconfig. Maintenant, si vous voulez savoir comment est-ce que configurer les adresses IP, ça fait partie de l'administration des serveurs et non ici. Ici, on est là juste pour utiliser les tools. Donc, je ne peux pas rentrer dans ces détails-là encore. Mais cependant, je vous donne une petite commande ici. Nous avons NMTUI qui est utilisé là pour, comment on appelle, configurer l'adresse IP de façon manuelle. Vous pouvez utiliser ça pour configurer. Si jamais il y a un problème avec l'adresse, si vous voulez changer l'adresse, vous pouvez configurer ça manuellement sans problème. Maintenant, si c'est pour configurer l'adresse au niveau de la ligne de commande, là, je ne peux pas couvrir ça ici. OK, donc je vais sortir de ça. Donc ici, vous suivez tout simplement. Vous pouvez voir Edit et comme la connexion. Si c'est tout que la connexion est désactivée, vous pouvez activer ça ici. Ou vous pouvez aller avec Edit. Et ici, maintenant, Wire Connection. OK, vous rentrez là. Add ou bien Edit. Et ici, vous pouvez voir là. OK? Et ici, Device, vous donnez IPv4 configuration, IPv6. Donc ici, vous pouvez rentrer là et puis vous mettez là manuel. Manuel ici. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? OK. Attendez, je vais agrandir l'écran. Comme on est.
OK. Je dois sélectionner si c'est pas bien visible. Manuel. Manuel. OK. Et puis ici. Bon, on va passer de là. Moi, je vais sortir d'ici. On n'a pas le temps pour ce truc. Donc, je rentre ici, cancel. Et puis, pour sortir, vous revenez sur back et puis quit. OK? Donc, ça, c'est pour configurer l'adresse de façon manuelle. OK? On peut également configurer ça au niveau ici, mais ça fait pas partie de notre formation. Ça fait partie de l'administration des serveurs. OK? Donc, on va continuer. Donc, ça, c'était la commande if config. Maintenant, comme on a vu if config, on va maintenant voir comment est-ce qu'on peut utiliser, puisque vu qu'on a l'adresse IP maintenant, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut contrôler les serveurs à distance. La séance passée, on avait essayé ça, mais bon, malheureusement, vu que le système n'était pas favorable, OK? Donc, on a dit stopper. Maintenant, ici, par exemple, je prends là, moi, je suis en train de donner l'information, je veux faire des recherches de l'autre côté, alors que ici, c'est dans une machine virtuelle. Pour éviter de toujours ouvrir ça, je peux tout simplement contrôler ces serveurs de façon remote. Donc, je vais revoir encore l'adresse IP. Quelle est l'adresse IP de ces serveurs? Donc, voici l'adresse IP. Donc, tout ce que j'ai à faire ici, c'est comment on appelle le programme d'émulation, PuTTY. Je vais tout simplement utiliser PuTTY et pour pouvoir contrôler ce système. Donc, vous pouvez installer PuTTY. La séance passée, j'avais montré comment est-ce que vous pouvez installer PuTTY. Donc, vous venez ici. OK, donc vous mettez la PuTTY. Moi, j'ai déjà installé, donc c'est pourquoi même. Vous, dans votre cas, si c'est tout que vous ne l'avez pas encore installé, vous l'installez. OK? Et puis, vous venez là. OK? Vous ouvrez PuTTY là. PuTTY est un programme d'émulation qu'on installe sur Windows pour pouvoir contrôler à distance les serveurs Linux. OK? Donc, ici, vous mettez l'adresse du serveur ici. OK? Donc, voici l'adresse du serveur. Donc, vous mettez l'adresse du serveur ici. 192.168.143.140. OK, vous mettez l'adresse ici. Maintenant, comme je vais utiliser ça régulièrement, pour ne plus à chaque fois me rappeler de cette adresse-là, je peux sauvegarder ça ici. Donc, je vais mettre ici et Kali. Je crois que la séance passée, la séance passée, j'avais déjà essayé. Donc, je vais utiliser ce même nom. Ou je vais supprimer celui-là pour pouvoir remplacer avec le nouveau. OK? Donc, je mets ici Kali 2023. OK? Et puis, j'ai sauvegarde. Là, maintenant, je clique sur Open. OK? Et voilà, on me demande de me connecter. Je me connecte en tant que qui? Hacker. OK? Et n'oubliez pas la séance parce qu'on avait eu des soucis sur ça. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez fixer ça. OK? Donc, password, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, je peux contrôler les 6 à partir d'ici. Donc, je n'ai plus besoin de venir ouvrir Kali ici. Je peux travailler à partir de mon ordinateur maintenant. Vous voyez. À partir d'ici, on peut travailler. Maintenant, l'écriture n'est pas grande. Comment est-ce qu'elle peut agrandir? Cliquez là et puis allez dans paramètres et change setting, changer les paramètres. Venez dans, sorry, cliquez sur appearance et puis allez dans, comment on appelle, changer. Et ici, vous pouvez agrandir là. Okay? Vous choisissez ce que vous voulez. Et également au niveau de la couleur, vous pouvez aller avec couleur et puis foreground, OK, et puis modifier. Il faut sélectionner la couleur qui vous convient. Moi, je vais prendre cette couleur-là. OK. OK. Et puis modifier. Donc, vous voyez que la couleur a changé et puis l'écriture également est agrandie. Donc, ici, on peut continuer à travailler ici maintenant. Maintenant, et la séance passée, quand on avait essayé de se connecter, on n'arrivait pas. C'est tout simplement parce que, par défaut, lorsque Kali vient, je crois que par défaut, ce n'est pas installé. SSH n'est pas installé. Donc, vous, dans votre cas, si vous n'arrivez pas à vous connecter, utilisez tout simplement, vous devrez installer SSH, OpenSSH. Vous devrez installer qu'on appelle l'application avant de pouvoir l'utiliser. Pour l'installer, vous allez avec sudo et puis get apt. Sur apt get. apt-get. apt-get installe. Et puis, c'est quoi? OpenSSH. OpenSSH, c'est le paquetage qui est là. OpenSSH. Underscore sur le slash server. Vous devrez installer cette application-là. Vous rentrez là. Okay? Maintenant, on vous demande le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Moi, je l'ai déjà. Okay?
Donc, donc vous voyez que c'est dit don, parce que je l'ai déjà. Vous, dans votre cas, vous devez d'abord l'installer. Parce que si vous ne l'installez pas, vous n'allez pas pouvoir utiliser. Donc, une fois que vous l'installez, vous pouvez voir l'état, en fait. L'état, est-ce que c'est démarré ou bien c'est pas démarré? En utilisant service, OK? Et puis vous mettez, c'est quel service? SSH status. OK? Et puis regardez là. Donc, vous pouvez voir ici que actuellement, pour moi, c'est activé. Maintenant, pour vous, comment est-ce que vous pouvez savoir? Avant de l'installer, il faut vérifier si est-ce qu'il est déjà installé ou pas, n'est-ce pas? Donc, je sors ici, quit. Pour vérifier s'il est déjà installé ou pas, vous pouvez aller avec service, status, all. OK? Là, ici, vous allez voir tous les services qui sont installés, il y a plus, tous ceux qui ne sont pas installés, il y a moins devant. OK? Donc, vous pouvez voir, à partir d'ici, vous pouvez voir. Donc, dans votre cas, si c'est tout que SSC qui n'est pas installé, vous allez voir moins ici. OK, mais moi, c'est déjà installé, c'est pourquoi vous voyez plus là. OK. Maintenant, une fois que vous finissez d'installer, si ce n'est pas activé, vous pouvez voir ici. Ici, on voit que c'est activé. Si c'est tout que ce n'est pas activé, c'est maintenant quelqu'un veut se connecter. Les gens sont forts là. OK. Si c'est tout que ce n'est pas activé, tout ce que vous avez à faire, vous venez ici, service, SSH, enable. Service SSH enable, enable. OK. Et puis, rentrer. Donc, vous voyez que maintenant, c'est activé. OK. C'est activé maintenant. OK. Sorry, c'est pas, il y a une erreur, on dit quoi, c'est start, ok, c'est pas enable, c'est start, ok, start, ok, donc vous pouvez voir, donc ça va démarrer maintenant. Donc vu que déjà, donc on me demande le mot de passe, ok, parce que c'est pas l'utilisateur, donc maintenant ça a démarré. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez fixer le problème si vous n'arrivez pas à vous connecter de façon remote. Maintenant, il se peut souvent que lorsque vous voulez vous connecter, on vous demande un mot de passe. Si vous ne voulez pas vous connecter avec un mot de passe également, vous pouvez éviter ça. Ou si par exemple, vous avez créé un utilisateur, vous voulez faire de l'utilisateur un administrateur réseau, tout ça, ce sont des trucs qu'on maîtrise, que c'est, comment vous pouvez apprendre facilement. Mais on ne peut pas parler de ça ici parce que on n'est pas là pour apprendre l'administration des serveurs Linux. Nous sommes là pour utiliser les outils. Je suis juste en train de vous donner quelques commandes de référence pour pouvoir vous en sortir facilement. OK? Maintenant, nous avons un outil qui est là, la commande ping. La commande ping est une commande utilisée pour tester la disponibilité d'un serveur. Ça peut être dans les réseaux locaux, ça peut être sur Internet. OK? Maintenant, ce que je vais faire, je vais voir au niveau de mon ordinateur ici. OK? Je vais au niveau de mon ordinateur. Hein. Et puis, je vais mettre ici CMD. CMD. Oh là là, ça ne répond pas. Come on. OK, no problème. Donc, je vais aller avec Internet. OK. Donc, ici, par exemple, si vous voulez tester, il y a plusieurs façons d'utiliser Ping ici. Vous pouvez utiliser Ping pour voir si est-ce qu'un serveur est disponible. Vous pouvez également utiliser Ping pour savoir si votre ordinateur a accès à Internet. En utilisant Ping, par exemple, vous pouvez pinguer, par exemple, www.google.com. OK? Et ça va, s'il y a des réponses qui viennent, ça veut dire tout simplement que vous avez accès à Internet. S'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que vous n'avez pas accès à Internet. Donc, donc c'est l'adresse du serveur Google qui est là, l'adresse publique. Donc, vous voyez que nous avons des réponses qui viennent. Ça veut dire tout simplement qu'on a accès à Internet. Donc, pour stopper ça, vous cliquez sur CTRL-C. OK? Donc, on a accès. Regardez combien de paquets ont été envoyés. 15 paquets transmitted, 15 received, 0 lost. OK? Time, 15 milliseconds. Sorry, 1400 milliseconds. Nice. OK? Donc, ça, c'est la commande ping. J'espère que c'est clair pour tout le monde. OK? Maintenant, nous avons une autre commande qui est sudo. Tout à l'heure, là, quand je voulais installer, et comment on appelle le paquetage, j'ai utilisé la commande sudo. Sudo est utilisé tout simplement pour pouvoir avoir la permission de Racine, parce qu'il y a des commandes qui sont exécutées par l'utilisateur Racine seulement. Maintenant, ici, nous sommes un administrateur, okay? Nous sommes un utilisateur, un administrateur, donc on a le privilège d'utiliser sudo. Mais vous devrez connaître votre mot de passe. Okay? Donc, il y a des commandes qui sont utilisées
avec sudo. Il y a des commandes lorsque vous voulez les exécuter. Je vais faire par exemple, je vais aller par exemple, là. Je vais aller par exemple et cd/root. OK? Regardez ici. Je vais rentrer dans cd/root, mais on me dit que permission denied. On me dit qu'il ne peut pas rentrer ici. C'est seulement root qui peut rentrer là. Mais si j'utilise sudo/root, regardez ici, on dit quoi? Command not found. Sudo cd/root. OK? Ici, on me dit quoi? Command not found. Cd is a shell built-in command. Okay, wait one instance, one moment. It cannot be run directly. Sudo-s option may be used for privilege shell. OK? Donc, bon, on ne va pas rentrer là-bas, mais je voulais vous illustrer là tout simplement comment est-ce que parfois vous avez besoin de sudo. Donc, ici, en tant qu'utilisateur normal, comme admin, je ne peux pas avoir accès à ça. C'est seulement l'utilisateur root, l'utilisateur racine qui peut avoir accès à ce répertoire. OK? Parce que ici, si vous vous amusez, vous allez corrompre le système en un clin d'œil. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser sudo, par exemple, pour changer d'utilisateur normal en un utilisateur racine. Vous mettez tout simplement sudo switch user. SU stand for switch user. Et puis, vous rentrez là. Et maintenant, je vais devenir l'utilisateur root, c'est-à-dire l'utilisateur racine. OK? Donc, ça ne vient pas. Là, je peux aller dans... On n'a pas d'image. C'est vous qui n'avez pas d'image, mais tout le monde n'a pas d'image. Est-ce que les autres également n'ont pas d'image? Allez-y, coupez vos micros, s'il vous plaît. Est-ce que les autres n'ont pas d'image? Ok, ça a été arrêté. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vais partager en niveau. Ok. Ok, donc vous pouvez voir là. Ok, donc maintenant, si je vais dans cd/root, vous allez voir que je vais pouvoir y rentrer. Regardez. Je suis dans /root maintenant. Ouais. Donc, sudo ici est utilisé pour pouvoir, voilà, passer d'un utilisateur normal à utilisateur sudo et également utilisé pour exécuter les commandes qui sont exécutées par l'utilisateur racine seulement. OK? Donc, bon, vous pouvez continuer vos recherches sur ça, sudo, quoi. Mais nous couvrons ça en détail dans notre formation de l'administration du système. Maintenant, là-bas, on va vous montrer comment est-ce que vous pouvez prendre un utilisateur normal, aller l'ajouter sur le fichier qu'on appelle sudo file pour que s'il veut se connecter, pour qu'il puisse être un administrateur, il puisse avoir l'autorisation d'exécuter certaines commandes. OK? On montre tout ça en détail. OK? Donc, les gars, et bon, comme je le disais ici un peu, maintenant, ça commence à aller parce que j'ai pris mes médicaments et puis je vois que vraiment, ça commence à aller. OK, maintenant, la dernière commande que je vais couvrir ici pour aujourd'hui, c'est man. Lorsque vous voulez utiliser une commande et puis vous ne savez pas comment l'utiliser, vous pouvez avoir des lettres à partir de la ligne de commande. C'est en utilisant le manuel. La commande, c'est man et puis tout simplement, vous mettez la commande que vous voulez. Vous voulez avoir plus d'informations sur quelle commande. On va vous décrire genre l'utilisation de la commande, la syntaxe, les options et puis des exemples. OK? LS, et ici, vous allez voir les résultats. Vous pouvez voir ici. Non. List directory content. Synopsis, c'est la syntaxe. LS option files. OK? Description, list information about the files. OK? Sort entries alphabetically if none. OK? Donc, vous voyez ici, on vous donne beaucoup de détails. Vous pouvez voir toutes les options. All for with none. Ignore entries starting with dot. OK? Vous voyez toutes les options. Donc, utilisez ça à chaque fois pour vous. Et comment on appelle, retrouver s'il y a une commande qui est là et que vous ne savez pas comment utiliser la commande, vous pouvez tout simplement aller avec man. Également, vous pouvez mettre la commande la -help. Cela va vous permettre tout simplement d'avoir un bref résumé sur la commande. Vous voyez, c'est un bref résumé pour que vous puissiez commencer à utiliser ça rapidement.
OK? Donc, bon, avec ça, je crois que, voilà, vous pouvez vous en sortir. Si vous pensez qu'il y a d'autres commandes que je dois montrer ici, vous pouvez signaler pour que je puisse les couvrir. Quelles que soient les commandes que vous avez eu à découvrir, que vous voulez que je touche là, vous pouvez me signaler. Autrement dit, je pense que, bon, ce sont les commandes de base. Maintenant, il y a un autre concept qui est là. Je ne sais pas si j'aurai le temps après de découvrir ça. Ça, ce sont les permissions des fichiers. Quand vous mettez là-dedans, je vais sortir d'ici. Pour sortir en tant qu'utilisateur, vous mettez tout simplement exit. Là, vous devez devenir un utilisateur normal. Ou AMI. Donc, vous voyez que maintenant, je suis hacker. OK? Maintenant, lorsque, par exemple, je mets ici -, et je mets ls-ll, vous allez voir que, et comment on appelle, il y a des fichiers qui sont là, les fichiers que j'ai eu à créer. Ils ont des permissions. OK? Donc, on va parler de ça plus tard. OK? Si le temps permet plus tard, je vais couvrir ça avec vous. Mais pour ceux qui ont regardé le cours sur l'initiation à l'informatique, j'ai couvert les permissions en détail, donc je ne vais plus revenir sur ça. C'est comme si je prenais tout mon temps à expliquer, à répéter, alors que mon temps est précieux. Je ne vais pas gaspiller mon temps. Donc, si vous voulez comprendre ça, regardez la section Linux sur les fondamentaux. OK, guys. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci.